Le débat s'annonce intense et hautement sensible au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté un projet de loi visant à durcir significativement la pénalisation des relations homosexuelles avec des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le texte prévoit également des sanctions contre toute personne accusée de promouvoir ces relations. Une mesure qui suscite déjà de vives réactions, tant au niveau national qu'international. Adopté en Conseil des ministres avant sa transmission au Parlement, ce projet s'inscrit dans un contexte social et politique tendu, marqué par des arrestations récentes et par le soutien affiché de plusieurs mouvements religieux et conservateurs. Entre souveraineté législative, pression sociétale et préoccupations relatives aux droits humains, quelles pourraient être les conséquences de cette réforme? C'est l'un des dossiers de notre émission de ce soir. Et puis nous mettrons également le cap à l'est de la RDC, où la présence d'officiers français à Kisangani suscite interrogations et débats. L'ambassade de France en RDC a confirmé le déploiement des militaires français dans le nord-est du pays, après la circulation sur les réseaux sociaux d'une photo montrant un soldat arborant le drapeau tricolore. Que font exactement ces officiers sur le sol congolais? S'agit-il d'une implication opérationnelle dans un contexte sécuritaire déjà fragile? Paris précise qu'il s'agit d'une mission de coopération militaire bilatérale en vigueur depuis 2021 et menée à la demande des autorités de Kinshasa. Une mission, selon les autorités françaises, strictement limitée à la formation. Au cœur de cet appui, les bataillons jungle des forces armées de la République démocratique du Congo, des unités spécialisées dans le combat en milieu forestier, un environnement stratégique et complexe dans l'est du pays. Combat offensif et défensif, lutte contre les engins explosifs improvisés, sécurisme de guerre, autant de compétences renforcées par cette coopération. Alors que la mission doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mars, cette présence soulève une question essentielle. Quel impact sur l'équilibre sécuritaire régional et sur la souveraineté congolaise? Analyse, décryptage et réaction à suivre dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue. Le point sur l'actualité, votre émission quotidienne sur votre média panafricain, Fort du Média Africa démarre d'ailleurs à l'instant, édition du 26 février 2026. Bonsoir à tous et bienvenue. De principaux sujets seront évoqués. Dans quelques instants seulement, nous reviendrons sur le déploiement d'officiers français dans l'Est de la République démocratique du Congo. Que font-ils précisément sur le sol congolais? Nous en parlerons dans quelques instants seulement. Nous reviendrons également sur la passe d'armes qui se poursuit entre la RDC et le Rwanda, cette fois au niveau des Nations Unies, où bien évidemment s'est tenue une session ordinaire de son Conseil des droits de l'homme. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis nous reviendrons sur le durcissement de la législation du côté du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko est donc monté au créneau. Désormais, toute personne se livrant à des pratiques homosexuelles sera donc soumise à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans de prison, assorties bien évidemment d'amendes qui sont également prévues par cette législation. Alors pour en parler, nous avons deux invités ce soir depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Nous retrouvons Nabaloum Abdoulaye, vous êtes avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la CAMPAO, la Confédération des associations mouvement panafricanistes de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir à vous, Nabaloum. Est-ce qu'il nous reçoit? Nabaloum Abdoulaye depuis le Burkina Faso. Bonsoir à vous et bienvenue, Nabaloum. Nabaloum Abdoulaye qui sera bien évidemment avec nous dans cette émission. À nos côtés en présentiel, le Dr Sango, le consultant permanent, nous fait l'honneur d'être avec nous une fois de plus ce jeudi soir. Bonsoir à vous, Dr Sango. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bonsoir à tous les téléspectateurs de For You Media. Bonsoir à Nabaloum avec qui nous allons passer l'émission. Bonsoir à la technique et bonsoir au monde.
Merci à vous, messieurs. En attendant donc, d'abord, Nabaloum depuis Ouagadougou, Burkina Faso, je disais, plantons le décor autour de cette législation qui est donc durcie du côté du Sénégal. Le Premier ministre qui a donc présenté un projet de loi visant à durcir significativement la pénalisation des relations homosexuelles avec des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le texte prévoit également des sanctions contre toute personne accusée de promouvoir ces relations, une mesure qui suscite déjà de vives réactions tant nationales qu'à l'international. Une posture de vérité. C'est ce qu'a voulu afficher Ousmane Sonko devant les élus du peuple. Premier dossier brûlant, le décès d'Abdoulaye Ba. Si le Premier ministre a reconnu des manquements et un usage disproportionné de la force par certains agents, il refuse de jeter l'opprobre sur l'ensemble des corps de sécurité. Nous savions que des actes de vandalisme se traînaient, a-t-il révélé, tout en annonçant une mesure forte. L'installation prochaine d'un commissariat de police au cœur même du campus social, désormais considéré comme un quartier à part entière. Le ton s'est fait tout aussi ferme sur les questions de mœurs. Ousmane Sonko a confirmé avoir transmis un projet de loi visant à durcir l'article 319 du Code pénal. L'objectif, renforcer les sanctions contre les actes contre nature sans pour autant céder selon lui aux pressions ou aux faux dénigrements extérieurs. Pour le Premier ministre, il s'agit de protéger les valeurs nationales tout en restant pragmatique sur le plan légal. Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Donc, et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs. Loolu la ñu wax sans préjudice des autres peines. Si l'acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Le juge ne pourra prononcer le sursis, ni réduire l'emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article. Tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe constitue un acte contre nature. Nous définir quoi, nous ko définir. Tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe, ou tout acte sexuel à caractère sexuel commis par une personne de l'un ou l'autre sexe sur un cadavre humain ou un animal. Toute personne qui aura fait par l'un des moyens énoncés à l'article 248 l'apologie d'un acte visé à l'alinéa 3 du présent article sera puni d'un emprisonnement de 3 ans à 7 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions. Nous constitue l'apologie d'un acte contre nature. Toute représentation publique par la parole, l'écrit, l'image, le geste, le son ou par tout autre procédé quelconque tendant à promouvoir l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée. Toute personne qui aura financé ou appuyé par quelque moyen que ce soit une personne, un groupe ou une activité en vue de promouvoir ou de magnifier l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée sera punie des peines prévues à l'alinéa 5 du présent article. Toutefois, n'entre pas dans le champ d'application du présent article les actes accomplis par les structures et organisations de santé dûment agréées dans le cadre des politiques de santé. Enfin, le chef du gouvernement a poussé un coup de gueule contre la violation du secret de l'instruction. Choqué par la divulgation de statuts sérologiques et de bulletins de santé dans la presse, il a dénoncé une destruction des familles par la stigmatisation. En appelant les Sénégalais à faire bloc derrière leurs dirigeants, Ousmane Sonko a rappelé que l'ordre et la dignité humaine restaient les deux piliers de sa feuille de route. Adopté donc en Conseil des ministres avant sa transmission au Parlement, ce projet s'inscrit, on le rappelle, dans un contexte social et politique tendu, marqué notamment par de récentes arrestations et par le soutien affiché de plusieurs mouvements religieux et conservateurs. Un projet de loi porté par Ousmane Sonko qui intervient dans un contexte social déjà sensible. Docteur Sango, faut-il voir en cet acte une volonté politique assumée de redéfinir le cadre moral et juridique du pays? Oui, Monsieur Nguéné, au-delà d'une véritable volonté politique assumée, il faut dire que c'est un véritable signe de courage, et de détermination de la part du Sénégal et spécifiquement du Premier ministre Sonko, qui, n'est-ce pas, pose des actes ou un acte qui vise à restaurer les choses, parce que c'est de ça qu'il est question. Nous sommes dans une dynamique où on a envie d'imposer à l'Afrique une certaine culture qui n'est pas la leur. On a envie d'imposer à l'Afrique des comportements qui sont totalement contre nature. Et lorsque le président ou le Premier ministre Ousmane Sonko
n'est-ce pas, s'exprimait, il qualifiait cette pratique de contre-nature. C'est de ça qu'il est question. Donc, il est question, n'est-ce pas, de poser des actions, n'est-ce pas, efficaces sur le plan institutionnel pour que toute personne qui serait tentée, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle le mimétisme, parce que vous savez que de plus en plus, nous avons certains Africains qui se livrent, n'est-ce pas, à ces pratiques, soi-disant, n'est-ce pas, au nom de la modernité. Donc, il est question pour le Sénégal de recadrer les choses et de dire à tout Sénégalais ou à toute Sénégalaise qui s'aviserait, n'est-ce pas, à pratiquer cette action ou cet acte contre nature, qu'il sera frappé par la loi. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les puissances occidentales veulent recréer le monde, parce que c'est vrai, elles ont la technologie, elles ont, n'est-ce pas, des instruments, n'est-ce pas, de modernité aussi importante, scientifique et aussi avérée. Mais de là dire qu'il faut s'attaquer à la nature, c'est inacceptable. Parce que ces puissances occidentales sont aujourd'hui prêtes à dire que ce que Dieu a créé, ce que la nature a créé, n'est pas bien, et qu'il faut refaire les choses à leur manière. Comment est-ce qu'on peut comprendre dans un monde qui se veut sérieux que une personne véritablement constituée se trouve à l'aise à faire, n'est-ce pas, des rapports sexuels avec une autre personne de même sexe? C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas expliquer cette action-là ni rationnellement, ni moralement, ni culturellement. C'est inacceptable. On comprend tout simplement que nous sommes dans une situation de perversion. Nous sommes dans une situation où les puissances occidentales veulent ensauvager le monde, veulent imbéciliser le monde et contrôler le monde à leur guise. Il est donc question aujourd'hui pour les États africains de lutter également pour se faire imposer, parce que nous sommes dans une sorte de clash civilisationnel, comme disait le politologue Huntington. Aujourd'hui, cette lutte, cette guerre civilisationnelle qui oppose les puissances occidentales aux puissances africaines aujourd'hui consiste véritablement à poser des actions contre ces puissances occidentales. Et poser ces actions-là ne consiste pas seulement à dire qu'on n'est pas d'accord, parce qu'à un certain moment donné, vous allez vous rendre compte que certains pays africains se trouvent même parfois forcés à accepter ce genre de pratiques. C'est-à-dire, naturellement, vous n'êtes pas d'accord, mais à partir d'un certain nombre de pratiques, d'actions, de politiques et de situations économiques de votre État, vous vous trouvez, n'est-ce pas, obligé de céder à ce genre de pratiques. Donc, c'est un problème aussi profond qu'il ne faut pas seulement analyser sous le simple prisme culturel en disant que c'est une perversion, mais il faut l'analyser sur le plan global pour comprendre que pour s'y opposer, il ne suffit pas seulement de poser, n'est-ce pas, des actions sur le plan institutionnel, mais il faut faire ce qu'on appelle une véritable réforme pour que l'Afrique, n'est-ce pas, reparte vers une nouvelle dynamique. Donc aujourd'hui, pour s'opposer à toute puissance occidentale aujourd'hui et à toutes leurs valeurs qu'elles veulent imposer à l'Afrique, il faut qu'on soit autonome, il faut qu'on soit souverain, il faut qu'on soit indépendant. C'est ça le problème aujourd'hui. Si nous ne le sommes pas, on sera toujours obligé, n'est-ce pas, de subir ce genre d'action. Comment être souverain? Donc, il faut travailler dans le sens de se mettre ensemble, dans le sens de former des grands regroupements, dans le sens de créer son indice de puissance pour qu'on ne soit plus totalement dépendant des puissances occidentales. Regardez par exemple le plan économique aujourd'hui. Et beaucoup d'États africains aujourd'hui continuent d'être dépendants de l'aide économique occidentale. C'est-à-dire, les États africains ont structuré leur économie de telle sorte que si l'aide n'intervient pas, l'économie est... Justement, cela devrait faire l'objet, Dr Sango, de la prochaine relance, puisque aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les organisations de défense des droits humains dénoncent déjà un possible recul des libertés individuelles. Ce projet peut-il exposer justement le pays, parlant du Sénégal, à des critiques ou encore des sanctions sur la scène internationale? On parle principalement aujourd'hui des bailleurs de fonds, ceux-là même parfois qui, qui se livrent à ce chantage-là, poussant les pays africains à céder.
Oui, vous savez que dans tous les pays, il existe toujours cette divergence des points de vue. Il y a toujours des fractions qui s'opposent à des politiques, n'est-ce pas, gouvernementales. Mais d'un point de vue strictement politique, lié à la réelle politique, nous pensons que il y a des problématiques sur lesquelles, n'est-ce pas, ou face auxquelles, n'est-ce pas, les États, les citoyens devraient se mettre ensemble. Ces problématiques sont généralement des problématiques de souveraineté, des problématiques, n'est-ce pas, de survie, des problématiques, n'est-ce pas, d'indépendance. Et on voit qu'aujourd'hui, la problématique, n'est-ce pas, de l'homosexualité entre sous le prisme de ces problématiques-là, qui devraient faire en sorte que les Sénégalais et les Sénégalaises se mettent ensemble, même s'ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir qui gouverne le Sénégal actuellement. Donc, avoir peur, n'est-ce pas, d'une implosion, n'est-ce pas, en termes de critiques, je pense que les Sénégalais seraient tout simplement mal avertis, seraient, n'est-ce pas, instrumentalisés. Les Sénégalais doivent comprendre que face à cette problématique, ils doivent se mettre ensemble parce que c'est une question de survie, c'est une question d'identité, n'est-ce pas, du Sénégal et de l'Afrique. Si on se laisse faire, M. Nguéné, face à cette volonté délibérée de l'Occident à imposer leur culture et leurs valeurs à l'Afrique, le moment viendra où ces Occidentaux-là vont, n'est-ce pas, vous imposer même les positions à prendre avec votre épouse dans la chambre. C'est-à-dire, le moment viendra où ces Occidentaux nous diront, n'est-ce pas, ce qu'on doit faire véritablement avec nos femmes à la maison et avec nos épouses. Donc, c'est une question de dignité d'abord, c'est une question de survie existentielle. Parce que cette problématique-là, il ne faut pas qu'on l'instrumentalise sur la place publique en disant que chacun doit avoir ses droits et sa liberté de faire ce qu'il veut. La liberté n'est pas une activité, n'est pas une entité absolue. La liberté a des limites. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est libre qu'on peut se donner le droit de faire n'importe quoi. S'il n'y a pas de limite à la liberté, alors là, ce n'est plus la liberté, c'est du libertinage. On doit très bien faire, n'est-ce pas, la différence. Donc, moi, je pense que la notion des droits de l'homme, la notion de liberté sont des notions, vous le savez mieux que nous-mêmes, qui sont instrumentalisées dans la dynamique occidentale. Les puissances occidentales aujourd'hui convoquent ces notions-là quand ça les arrange, quand ça les intéresse. Or, lorsqu'on voit même, lorsqu'on interroge même cette notion des droits de l'homme sous le prisme des activités, des pratiques, des actions des puissances occidentales, elles sont même parfois les premières à violer ces droits de l'homme et ses libertés, n'est-ce pas, individuelles. On ne va pas citer les cas ici. Donc, il faut qu'on sorte, n'est-ce pas, de cette logique, n'est-ce pas, de droits de l'homme et de liberté, qu'on envisage cette problématique de l'homosexualité comme étant une problématique qui touche à la dignité et à la survie existentielle. Si on ne le fait pas, on va davantage détruire notre culture et on va la rendre, n'est-ce pas, inexistante dans le monde. Donc, c'est à nous de nous mettre ensemble. Il faut féliciter l'acte de Sonko. Sonko vient de porter un projet et nous souhaitons que ça passe à l'Assemblée nationale, que ce projet puisse être adopté pour que certains Africains qui se livrent à ce que nous appelons le snobisme puissent se raviser. On rappelle d'ailleurs que le projet de loi porté par Ousmane Sonko n'est pas un cas isolé, puisque plusieurs pays africains s'alignent désormais sur ces positions qui visent aujourd'hui à durcir la législation contre toute personne se livrant d'ailleurs à des pratiques homosexuelles. Vous l'avez dit, Dr Sango, ce à quoi on doit s'attendre maintenant, c'est véritablement un large consensus politique au niveau justement de l'Assemblée nationale. Mais il faut relever tout de même que c'est un projet de loi qui intervient tout de même dans un contexte politique tendu. Dr Sango, on a parlé des nombreuses arrestations qui ont d'ailleurs été enregistrées du côté du Sénégal, il faut le dire. On a parlé d'une vague récente d'arrestations visant notamment des personnes soupçonnées d'homosexualité, parmi lesquelles d'ailleurs d'imminentes figures politiques. On parle d'un journaliste très bien connu du côté du Sénégal. Est-ce que
l'acte posé par Ousmane Sonko va-t-il dans le sens de l'apaisement ou alors faut-il craindre que cela exacerbe davantage les tensions sociales? Monsieur Nguéné, vous savez, en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la raison d'État. Oui. La raison d'État, c'est la raison, n'est-ce pas, qui est au-dessus de toutes les rationalités citoyennes. C'est la raison qui voudrait que face à un intérêt général de la nation, un intérêt général de l'humanité même, que l'État agisse sans état d'âme, que l'État agisse sans sentiment. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si Sonko est en train de faire les arrestations conformément à cette problématique de l'homosexualité, on doit l'encourager. On doit l'encourager dans cette logique-là parce que l'État se doit d'être fort face à ces genres d'entités-là. C'est vrai, on va crier aujourd'hui à une sorte d'instrumentalisation, à une sorte, n'est-ce pas ici, d'occasion pour Ousmane Sonko de régler les comptes politiques, ça ne va pas manquer. Mais je pense que si on reste seulement sous le seul prisme de la problématique de l'homosexualité, s'il est vraiment avéré que ces grandes personnalités politiques au Sénégal sont des acteurs de cette activité, que l'action gouvernementale initiée par le Premier ministre Ousmane Sonko se poursuive. Vous savez, vous ne pouvez jamais gouverner un État sans critique. Les critiques, n'est-ce pas, il y en aura toujours. Mais face à ce qu'on appelle souvent le tribunal de la raison, aucune contradiction ne saurait demeurer irréductible. Donc, il est important aujourd'hui que les Sénégalaises et les Sénégalais comprennent que l'action que le gouvernement Sonko est en train de mener, c'est une action qui ne vise pas seulement l'intérêt de Sonko. C'est une action qui ne se limite pas seulement à la simple raison d'État que je viens de convoquer. C'est une action qui, n'est-ce pas, revêt, n'est-ce pas, une large, n'est-ce pas, action qui vise à recouvrir la dignité. C'est ça que les questions aujourd'hui. La dignité sénégalaise, la dignité d'être humain, la dignité d'être homme aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme et une femme? Si aujourd'hui, entre un homme et un animal, si aujourd'hui les hommes se livrent à ce genre de pratiques, si aujourd'hui les hommes, n'est-ce pas, vont avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes même avec des animaux, parce qu'il y a également cette entité-là, quelle serait la différence entre les hommes et les animaux? Donc, face à cette volonté, n'est-ce pas, délibérée de l'Occident d'ensauvager le monde, d'imbéciliser le monde, il faut qu'on se lève et qu'on pose des limites. Il faut qu'on se lève et qu'on pose des limites. Vous savez qu'en Afrique, il y a certains États qui ont déjà ratifié cette pratique-là. Le Gabon, quand vous partez au Gabon là-bas, c'est l'ancien régime. Oui, je ne pense pas que l'autre a fait les réformes. Je ne pense pas que Olingi a fait des réformes. Donc, au Gabon, l'homosexualité est, n'est-ce pas, autorisée. Et il n'y a pas que le Gabon, il y a d'autres pays africains également où cette pratique-là est une pratique morale, une pratique normale. Vous pouvez aller avec une femme, vous pouvez aller avec un animal sans que personne ne vous inquiète. Donc, vous voyez que si on se laisse faire, on sera obligé de subir. Il y a ce qu'on appelle généralement dans ce qu'on a appelé classe civilisationnelle, n'est-ce pas? On sera obligé, n'est-ce pas, d'être phagocyté, c'est-à-dire la phagocytose civilisationnelle. Si vous n'êtes pas enraciné sur vos cultures et sur vos traditions, si vous n'avez rien à présenter sur la table, n'est-ce pas, du rendez-vous et du donner et du recevoir, comme parlait Léopold Sédar Senghor, vous serez phagocyté par ceux-là qui viendront avec leur culture et leur tradition. C'est de ça qu'il est question. C'est simple à comprendre. Parce que le monde aujourd'hui est un monde qui se veut dynamique. Aujourd'hui, on parle d'un village de plus en plus planétaire. C'est un village où les États se rencontrent. C'est un État où les cultures se croisent et s'entrecroisent. Et si vous n'avez donc pas votre culture, si vous avez laissé mourir votre culture, il est clair que face aux cultures des autres, vous serez obligé, n'est-ce pas, de subir, vous serez obligé d'être phagocyté. Donc, Sonko, je voudrais qu'on analyse pas son action sur le plan politicien.
Oui. Analysons l'action de Sonko sur le plan humanitaire, sur le plan de l'humanité, sur le plan de la dignité. On ne doit pas aujourd'hui tolérer la pratique de l'homosexualité par quelque raison que ce soit. On ne doit pas convoquer la notion de droit de l'homme pour expliquer ce. Non, ça ne passe pas du tout. C'est quelque chose face à laquelle on doit être péremptoire et catégorique. Voilà. Entre souveraineté législative, pression locale, voire sociétale ou encore préoccupations relatives aux droits de l'homme, le président Ousmane, du moins le premier ministre Ousmane Sonko lui porte donc fièrement aujourd'hui ce projet de loi visant à durcir significativement la pénalisation des relations homosexuelles avec des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. On rappelle que le texte prévoit également des sanctions contre toute personne accusée de promouvoir ces relations, une mesure qui suscite déjà de vives réactions aujourd'hui, tant au niveau national qu'international. Alors, c'était l'un des dossiers de cette émission du Point sur l'actualité. Nous allons avancer et mettre le cap dans l'est de la République démocratique du Congo, où la présence d'officiers français à Kisangani, suscite également interrogations et débats. L'ambassade de France en République démocratique du Congo a confirmé le déploiement de militaires français dans le nord-est du pays, après notamment la circulation sur les réseaux sociaux de plusieurs photos montrant des soldats français arborant notamment le drapeau tricolore. Que font-ils exactement sur le sol congolais? S'agit-il d'une implication opérationnelle dans un contexte sécuritaire déjà fragile? Paris précise qu'il s'agit d'une mission de coopération militaire bilatérale en vigueur depuis 2021 et menée justement à la demande des autorités de Kinshasa. Une mission, selon les autorités françaises, strictement limitée à la formation. Au cœur donc de cet appui, les bataillons jungle des forces armées de la RDC, des unités spécialisées dans les combats à milieu forestier, un environnement stratégique et complexe dans l'est de la République démocratique du Congo. Combat offensif et défensif, lutte contre les engins explosifs improvisés, sécurisme de guerre, autant de compétences renforcées donc par cette coopération. Alors que la mission doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mars 2026, cette présence soulève déjà des questions, des interrogations. Quel impact sur l'équilibre sécuritaire régional et sur la souveraineté de la République démocratique du Congo? Avant de parler justement de la présence de ces officiers français, je voudrais qu'on revienne sur la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, tenue d'ailleurs le 24 février dernier du côté de Genève. La République démocratique du Congo a réaffirmé son attachement au principe de charte des Nations Unies. Kinshasa a également attiré l'attention de la communauté internationale sur les violations des droits humains commises d'ailleurs dans les zones sous le contrôle du M23, appelant à une mobilisation accrue pour protéger les populations civiles. C'est un élément que nos correspondants signent. Les tensions dans la région des Grands Lacs, en proie au conflit entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23, restent vives. Kinshasa appelle la communauté internationale à se pencher sur les nombreuses violations des droits humains commises dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les chiffres de ces violations sont alarmants. Dans ces provinces, les violations documentées comprennent des assassinats, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements forcés, l'enrôlement d'enfants et le pillage de ressources naturelles. Un rapport consolidé du gouvernement, élaboré avec la participation de la société civile, fait état de plus de 17 000 atteintes graves, dont plus de 15 000 pertes en vie humaine, des centaines d'enlèvements, le viol d'une femme au moins toutes les 4 minutes et près de 8 millions de personnes déplacées. La RDC, pour sa part, est prête à entreprendre des réformes visant à renforcer l'état de droit et la responsabilité. La protection des victimes de ces violations est une priorité pour Kinshasa. Toutefois, au-delà des violations des droits humains, la ministre congolaise des Affaires étrangères a également souligné lors du Conseil que des normes doivent être respectées dans l'exploitation des ressources naturelles congolaises. S'agissant de l'exploitation de ces ressources naturelles stratégiques, mon gouvernement exige le respect des normes internationales et des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'État veille à la responsabilité de l'ensemble des chaînes de valeur. Il convient de souligner l'importance des ressources naturelles de la RDC, car elle serait l'une des principales raisons de l'avancée des rebelles vers l'est du pays, soutenus par le Rwanda voisin. Tandis que les affrontements et les combats violents entre les deux camps se poursuivent, une crise humanitaire s'aggrave dans la région des Grands Lacs, nécessitant l'aide de la communauté internationale.
On rappelle d'ailleurs que Paris, pour ce qui est bien évidemment de la présence de ces officiers français à Kisangani, Paris évoque une coopération militaire strictement limitée à la formation. Concrètement, où s'arrête justement la formation? Où commence l'appui opérationnel, surtout dans un contexte où aussi instable, docteur Sango, que l'Est de la République démocratique du Congo? Quand on revient sur la sortie de l'ambassade de France, on a dit, oui, les soldats français ont bel et bien été déployés du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, à Kisangani précisément, mais cela entre dans le cadre justement d'un accord de coopération existant depuis d'ailleurs 2021 et qui est toujours en cours. Ces officiers sont là pour des missions de formation et pas pour des missions opérationnelles sur le terrain. Alors, où s'arrête la formation, où commence l'appui opérationnel, surtout dans un contexte aussi explosif comme celui de l'Est de la République démocratique du Congo? Il faut déjà commencer par dire que si ces Français-là sont arrivés au Congo, oui, c'est d'abord avec le consentement du gouvernement congolais. Oui, à la demande. À la demande du gouvernement congolais. Parce que c'est d'abord la chose qu'il faut préciser. Ces Français ne sont pas passés par nulle part ou ne se sont pas imposés, n'est-ce pas, à la RDC par leur propre volonté. Oui. Donc, ils ont très bien indiqué que c'est dans le cadre d'une coopération bilatérale entre les deux pays. Donc, il y a eu consentement de la RDC. Ça, c'est de 1. De 2, partout où les soldats français sont intervenus, ils ont toujours brandi, n'est-ce pas, l'argument de la formation, l'argument du renseignement et rarement l'argument de l'opération sur le terrain. Ces forces françaises, en réalité, ont toujours utilisé ces alibis-là, ont toujours prononcé ce genre d'éléments. Mais sauf qu'aujourd'hui, il faut s'interroger, n'est-ce pas, du contexte. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'en 2021, l'Est de la RDC n'était pas aussi urgent que ça? Est-ce qu'en 2021, la RDC n'était pas aussi dans une situation aussi calamiteuse sur le plan sécuritaire? Il faut dire qu'aujourd'hui, la France est en train de chercher les voies, les moyens pour revenir, n'est-ce pas, dans ces zones d'influence où elle a été totalement chassée. La France veut, n'est-ce pas, passer par n'importe quel trou pour rester en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Parce que le combat que les États de l'AES ont mené et qui est en train de porter les fruits, c'est un combat qui, si les autres États, n'est-ce pas, s'en approprient, vise à chasser définitivement la France de toute l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question qu'on chasse la France aujourd'hui dans un pays X et qu'elle se réfugie dans un autre pays Y. Donc déjà, nous déplorons cette coopération bilatérale de la RDC. C'est une coopération qui n'est pas du tout bonne pour la RDC. Ça ne va participer à rien. La RDC ne va tirer aucune plus-value de cette coopération. Ces Français qui sont aujourd'hui en RDC, nous savons ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, à la République centrafricaine. Ils vont piller, ils vont violer, ils vont, n'est-ce pas, exploiter et commercialiser les ressources naturelles. Et vous savez que l'Est de la RDC, c'est la région la plus riche en termes de ressources naturelles et de matières premières. Même ce qu'on appelle aujourd'hui le M23, c'est leur épicentre là-bas. Justement parce que cette région-là constitue, n'est-ce pas, le centre énergétique de la RDC. Donc la France n'y est pas ne s'y est pas rendue dans cette localité, n'intervient pas en RDC aujourd'hui pour des raisons sécuritaires. Et pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut davantage s'interroger sur les actions de la France sur le plan historique. Où est-ce que cette France-là a réussi à ramener la paix? Moi, je suis encore aujourd'hui dépassé et de ces États qui continuent encore à faire confiance à la France en termes, n'est-ce pas, sécuritaires et de défense. Où est-ce que la France a accompagné véritablement un État à restaurer la paix et la sécurité? Il n'existe nulle part dans le monde. On ne peut pas vous montrer un seul État, une seule localité, une seule région dans le monde où la France et ses alliés ont réussi à ramener la paix. Alors si une telle, n'est-ce pas, hypothèse se trouve avérée, ça veut dire que la France en réalité n'est pas souvent sur le terrain pour restaurer la paix
et la défense. Elle est souvent là pour d'autres objectifs. Oui. Ces objectifs-là, nous les connaissons tous. C'est des objectifs de pillage, c'est des objectifs de renseignement, c'est des objectifs, n'est-ce pas, de déstabilisation. Elle est là parce qu'elle veut contrôler la situation. Elle est là parce qu'elle veut jouer le rôle qui doit, n'est-ce pas, servir ses intérêts. Oui. Ces puissances-là sont souvent là parce qu'elles doivent utiliser et mettre à la disposition des rebelles le renseignement qui va hypothéquer les actions gouvernementales des États africains. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On a l'exemple récent du Tchad avec la mort d'Idriss Déby qui a été cueilli comme une mangue sur le manguier. Donc justement parce que les rebelles avaient localisé sa position et ont tiré au moment où il fallait tirer. C'est de ça qu'il est question. Oui. Or, à cette époque, le Tchad était en collaboration, en coopération, en partenariat avec la France. Oui. La France était là, aux côtés du gouvernement tchadien. Oui. Mais vous voyez que ça n'a pas empêché qu'on puisse tuer un président sans toutefois rencontrer une difficulté. Il y a justement ce que vous dites, Dr Sango. Il y a également le fait que, et d'ailleurs vous l'avez relevé, ce sont les autorités congolaises elles-mêmes qui ont donc expressément sollicité cette coopération. Alors cette démarche traduit-elle un besoin urgent de renforcement des capacités des forces de FARDC, c'est-à-dire des forces armées de l'Afrique? Absolument, absolument, monsieur Nguéné. C'est ce que nous disons ici tous les jours. Et c'est, n'est-ce pas, la voie vers laquelle l'Afrique doit s'acheminer aujourd'hui. Si l'Afrique a aujourd'hui été tenue par les puissances occidentales, c'est justement parce qu'on a toujours brandi cet argument, n'est-ce pas, de défense. Cet argument de sécurité. C'est-à-dire, on vient toujours vous dire que on va vous défendre, on va vous sécuriser. Et pour que cela soit ainsi, faites ceci, faites cela. C'est l'élément de chantage par lequel on a tenu les États africains aujourd'hui. C'est pour cela que, pour être indépendant et pour se libérer de ce chantage qui semble être de plus en plus infinitésimal, il faut travailler dans le sens d'acquérir ce que j'appelle toujours l'indice de puissance. Il faut avoir son propre indice de puissance. C'est très important. L'indice de puissance, c'est l'élément sur lequel les pays africains doivent travailler aujourd'hui. Et il faut saluer donc l'action des États de l'AES et fondamentalement du président Traoré, qui a compris que il n'est pas seulement question de rester sur des simples partenariats avec ces puissances-là, mais il faut travailler dans le sens de s'autonomiser, n'est-ce pas, financièrement, énergétiquement et militairement. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Toute politique qui ne tire pas vers cette action-là, tout pays qui ne développe pas et qui n'instaure pas des pareilles politiques est un pays qui n'a rien compris. Et c'est pour cela qu'en RDC aujourd'hui, nous disons que l'un des problèmes, c'est aussi son président. Parce que son président aujourd'hui présente et gouverne la RDC comme étant une néocolonie. Vous voyez les actions et les défractations du président Tshisekedi face à la problématique, n'est-ce pas, de la RDC, qui semble être une problématique aussi urgente, qui devrait demander des actions aussi totalement efficaces. Mais lui, il est un genre du président qui continue à penser que la solution à la RDC est une solution qui viendra de la coopération avec les puissances occidentales. Il compte toujours sur ses anciens bourreaux d'hier pour restaurer la situation. Vous voyez qu'en réalité, nous avons aussi un problème de vision. Parce que nous parlons de plus en plus des dirigeants visionnaires qui manquent à l'Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche à Tshisekedi aujourd'hui de travailler et de diversifier son partenariat militaire? Pourquoi Tshisekedi reste toujours cramponné sur son partenariat classique avec les puissances occidentales? Si ce ne sont pas les casques bleus, c'est la France, c'est la Belgique, c'est les États-Unis qui viendront en RDC. Pourquoi? Alors qu'à côté, nous avons aussi d'autres puissances qui peuvent permettre à la RDC de restaurer la situation sur le terrain et de permettre à ce que ces pays-là puissent aussi commencer à bénéficier, n'est-ce pas, de la plus-value de ces matières premières et de ces ressources naturelles. Merci. Donc, c'est un problème de vision, c'est un problème, n'est-ce pas, de dirigeants. La France n'est pas de leadership. La France n'est pas en RDC aujourd'hui pour sécuriser la RDC. D'ailleurs, elle ne peut même pas. Elle n'a pas cette capacité. D'abord, la France, d'abord sur le plan militaire, ne peut pas se défendre par elle-même. Il faut le dire. Donc, vous ne pouvez pas avoir un tel partenaire qui a échoué
partout dans l'histoire et pensez qu'elle va venir vous secourir face à une situation qui nécessite les actions courageuses de souveraineté et d'indépendance. Alors, ces unités spécialisées dans le combat en forêt sont stratégiques dans l'Est la République démocratique du Congo, mais en quoi la formation dispensée justement par les officiers français peut-elle réellement changer la donne sur le terrain? La coopération, cette coopération renforce-t-elle la souveraineté sécuritaire de la RDC ou alors crée-t-elle une forme de dépendance structurelle à l'appui extérieur? Autant de questions que nous verrons également avec vous dans quelques instants, Dr Sango. Le temps pour nous d'écouter M. Maïga, qui est calé au standard et qui souhaite également intervenir. Bonsoir à vous, M. Maïga. Bonsoir et merci le plateau pour toutes vos contributions. Je m'excuse, tous les Panafricains doivent être au chevet du Congo. Malheureusement, le doyen sur le plateau était en train de parler de dirigeants visionnaires, ainsi de suite. Je crois que Tshisekedi a les poings et les mains liés. Il ne peut rien. Moi, je crois que je m'excuse. Il n'est pas la solution pour le Congo. Courir à l'ONU et auprès des partenaires, ces gens ne font que nous enfoncer. Ils n'ont aucun intérêt à ce que le Congo soit stable. Parce que dès que le Congo devient stable, il aura le contrôle de ses ressources. Donc, moi, je crois qu'il faut trouver des voies et moyens pour mobiliser les Africains pour derrière les Congolais. Tshisekedi n'est pas la solution. Et des partenaires qui ont pu faire leur preuve ailleurs. Et tout le monde a les yeux ouverts, c'est ce qui s'est passé au Sahel avec la France. Et comment se fait-il que le même dirigeant accepte que des unités françaises soient déployées sur son sol encore? Donc c'est bonjour les dégâts. C'est la porte ouverte à toutes les mésaventures. Et ces gens ne viennent que pour empêcher que le Congo ait un contrôle sur ses richesses. Ils ne vont jamais venir pour pacifier le Congo. Et si ça continue, que Dieu nous en garde, le Congo ne fait que s'enfoncer de plus en plus. Il nous faut des dirigeants qui peuvent dire non. Et ces dirigeants, pour le moment, je n'en vois pas au Congo. Malheureusement, au niveau de l'armée du Congo, on connaît les officiers, les accointances avec les firmes et comment ils traitent avec les firmes. Donc, moi, je ne crois pas que la solution soit entre les mains des officiers congolais actuellement, ni entre les mains de Tshisekedi. Il faudrait que l'Afrique entière soit consciente et mobilisée derrière le Congo. Il ne faut pas qu'on nous fasse l'hypocrite. Le Rwanda, combien d'années en train de piller le Congo au profit des États-Unis et de l'Occident? Mais malheureusement, on dirait qu'on a les yeux fermés. On ne veut pas voir la réalité. Et Tshisekedi et ses ministres qui sont en train de courir en Europe, en Occident, à l'ONU, ce n'est pas la solution. Ces gens ne vont jamais nous apporter une solution. Tant qu'on continue à courir derrière eux, ils ne font que de s'enfoncer. Des gens qui sont là pour les intérêts, donc ils ne peuvent jamais pacifier le Congo. Et merci à tout le plateau et merci à la chaîne For You Media pour vos contributions pour l'éveil des consciences africaines. Et merci bien. Monsieur Maïga depuis le Mali, merci à vous. Je rappelle que les codes d'accès sont affichés. Vous pouvez donc appeler pour donner vos points de vue sur les deux sujets. La législation qui est durcie du côté du Sénégal sur l'homosexualité et bien évidemment la présence d'officiers français dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les missions ont été clairement circonscrites, mais cela est loin aujourd'hui de satisfaire l'opinion publique congolaise. Monsieur Sonkaro, vous êtes également avec nous au standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, monsieur Sonkaro, allez-y. Je veux parler du problème du cas du Sénégal, pour le cas de l'homosexualité. Pour mieux aborder, il faut connaître il faut maîtriser le Sénégal sur le plan religieux et social. Je vous rappeler que le Sénégal est composé de 95% de musulmans. Et ces 95, ils sont composés de plusieurs sectes. On appelle ça les tarika, sectes. Et ces tarikas aussi, il y a le reste, les 15, il y a les chrétiens aussi, ils sont là. Et ces chefs religieux, ils pèsent lourd sur la balance sociale. Ils pèsent lourd sur la balance, ils sont respectés. Que ce soit musulmans ou chrétiens, ou bien c'est les sectes qui composent les musulmans, ils pèsent lourd sur la balance sociale.
Et ce que Sonko a fait aujourd'hui, exposé à l'Assemblée, est une demande sociale qui a duré tant d'années. Ça a duré tant d'années. Mais aucun dirigeant, aucun homme politique, aucun dirigeant, depuis les années 60, n'a eu le courage d'exposer ça à l'Assemblée. Aujourd'hui, ce qu'elle a fait, c'est une fierté pour les Sénégalais. Et c'est une décision qui a été acceptée et applaudie par tous les Sénégalais, quelles que soient les couches. Parce que cette demande-là a été formée depuis les années et personne n'a osé exposer ça à l'Assemblée. Et aucun Sénégalais, quelle que soit sa religion, n'accepte cet acte de contre-nature. Ça, c'est pas propre au Sénégal. Aucun. Ça a été importé par l'Occident. Si les gens veulent faire ça, ils n'ont qu'à renvoyer ça à l'Europe, faire ça à l'Europe. Ici, c'est notre Afrique. Cet acte de contre-nature n'a pas sa place dans la société sénégalaise. C'est ce que je vais vous dire. C'est pas Sonko, c'est une demande sociale. Ce qu'il a, c'est une demande sociale qu'aucun politique n'a osé formuler. Les dirigeants qui sont passés, les présidents qui sont passés, pour des raisons politiques ou d'autres raisons, ils n'ont pas osé exposer à l'Assemblée. Donc, je pense que l'Afrique doit applaudir un homme comme ça. L'Afrique a besoin d'un homme comme ça, comme Sonko. L'Afrique a besoin des hommes qui ont le courage de combattre l'injustice sur toutes ses formes. Je m'arrête là. Bonjour pour les médias. Merci, M. Nguéné, et tous les journalistes. Merci beaucoup. Monsieur Soungarou, c'est nous qui vous disons merci pour votre contribution au standard. Les codes d'accès, d'ailleurs, restent affichés. Le temps pour nous de poursuivre, d'ailleurs sur ce sujet qui préoccupe plus d'un aujourd'hui, parlant justement de cette présence d'officiers français dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, Dr Sango, cette présence d'officiers français renforce-t-elle la souveraineté sécuritaire de la République démocratique du Congo, ou y a-t-il un risque que cette dépendance extérieure soit une fois de plus je vais dire quoi, critiquer au regard déjà de ce conflit, ou du moins de l'implication d'autres puissances étrangères dans ce conflit aujourd'hui qui ne cesse de s'enliser? Monsieur Nguéné, nous voyons que la souveraineté congolaise se trouve de plus en plus fragilisée avec cette action, n'est-ce pas, d'intervention des bases militaires étrangères. Les deux ne s'accommodent généralement pas. Oui. Vous ne pouvez pas vouloir être souverain et continuer encore à dépendre sur le plan de la défense, sur le plan économique et sur le plan même culturel. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, aussi longtemps qu'on ne va pas comprendre que nous avons besoin de notre propre défense, de notre propre indice de puissance, alors nous serons toujours des pays néocoloniaux. C'est de ça qu'il est question. Parce que qu'est-ce qui caractérise les pays néocoloniaux? Les pays néocoloniaux, c'est des pays, n'est-ce pas, qui ne se démocratisent pas et qui ne se développent pas. C'est des pays qui dépendent totalement de la dynamique occidentale. Oui. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan culturel. Si on se limite seulement sur ces trois éléments, vous allez comprendre que la RDC n'est pas souverain. La RDC est totalement dépendante sur ces trois éléments. Si on prend par exemple le domaine, par exemple militaire, aujourd'hui, est-ce que la RDC est capable de faire face à l'insécurité qui prévaut aujourd'hui dans sa localité? Regardez la RDC qui est aujourd'hui menacée par, entre guillemets, le petit Rwanda, qui, du point de vue de la densité, comme du point de vue de la démographie, ne représente rien face à la RDC. Pourquoi? Si on prend le plan, par exemple, de l'économie aujourd'hui, regardez la structuration économique de la RDC. La RDC aujourd'hui est un pays pauvre et endetté, malgré, n'est-ce pas, les gigantesques matières premières, ressources naturelles que regorge la RDC. C'est-à-dire aujourd'hui, la RDC, elle se présente comme un scandale géologique du point de vue, n'est-ce pas, économique. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment un tel pays se trouve encore sous-développé alors qu'il a toutes les opportunités de se développer. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. N'en parlons pas le plan culturel aujourd'hui.
la RDC est totalement extravertie vers la culture occidentale, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan linguistique. C'est le français et sera, n'en parlons pas de la monnaie du franc. Donc, en réalité, nous pensons que l'Afrique a besoin aujourd'hui des hommes visionnaires qui vont comprendre que pour être souverain, il faut se déconnecter de tout ce qui constitue l'Occident. C'est de ça que la question. Quand on dit se déconnecter, c'est se déconnecter dans la logique, n'est-ce pas, de ne pas en être dépendant. Parce que la coopération est une chose. D'un point de vue purement technique, la coopération est une entité, est un mécanisme qui voudrait que deux pays souverains collaborent d'égal à égal. Or, lorsque vous voyez la coopération des États africains aujourd'hui, et spécifiquement la RDC avec les puissances occidentales, vous-même vous voyez que c'est une coopération déséquilibrée. C'est une coopération paternalisée. C'est une coopération où il y a un maître et un élève. Donc, on a besoin aujourd'hui des États qui vont collaborer avec les puissances occidentales dans le sens, n'est-ce pas, d'égal à égal. Et les États de l'AES sont en train de nous montrer la boussole aujourd'hui. Donc, je suis désolé, la RDC n'est pas encore dans cette dynamique-là. Les interventions, n'est-ce pas, françaises ne vont pas renforcer la souveraineté. C'est plutôt un élément qui vient de plus en plus... renforcer la dépendance. La dépendance qui vient de plus en plus fragiliser cette pseudo-souveraineté qui existait jusque-là. Eric, vous êtes dans la diaspora et vous souhaitez également réagir sur cette thématique. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir Monsieur Nguéné, je salue le Dr Songo, je vous salue, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour lever la conscience de l'Afrique noire et je vous remercie et je m'en vais remercier aussi la population de l'AES pour tous les efforts qu'ils fournissent et à tous les panélistes qui viennent suivre vos plateaux. À propos, je m'en vais saluer le Premier ministre du Sénégal pour cette loi, et je crois que c'est une loi qu'ils ont fait sortir parce que réellement, nous en tant qu'Africains, parce que moi je suis en Europe ici, je vois toute cette dépravation qu'on ne doit pas accepter réellement parce que ici c'est le monde est à l'envers parce qu'en fin de compte, n'importe quelle chaîne vous ouvrez, c'est des choses pareilles et en tant qu'Africains, nous on n'a jamais imposé la polygamie à l'Europe. Parce qu'à un moment donné, je crois que notre continent, c'est comme, je ne sais pas si c'est comme une poubelle. On est très, les Africains, on assimile tant facilement. Parce que ici en Europe, vous parlez de la polygamie, personne ne l'accepte. Personne. Et nous, en tant que Noirs, on n'impose pas. Donc, à un moment donné, il faudrait que nous sachions que l'être humain est fait pour se marier, pour avoir des enfants. Et moi, je conseille à tous les Africains, en tant qu'être humain, c'est pas des pratiques normales. On ne doit pas accepter. Et ce que chacun fait dans sa chambre, on n'a pas besoin de savoir. Ici, au lieu de développer des politiques pour que des gens aient des enfants, ici, vous allez voir des gens qui vont avec des chiens, des gens qui n'ont même pas des enfants. Il y a du n'importe quoi. Donc, moi, je demande à tous les Africains, nous, notre combat, c'est d'aller contre le système que les Occidentaux veulent nous imposer. Il faudrait qu'on aille contre ce système-là, parce qu'en fin de compte, ce qu'ils veulent faire, c'est détruire la nature. Et ils veulent pas, aussi, ils veulent lutter contre la démographie africaine. Donc, il faudrait qu'on essaie d'éviter ça. Et à propos de la RDC, moi, je crois que ce problème est là depuis plus de 30 ans et personne n'en parle et c'est vraiment triste. Et moi, je vois pas la position de la France. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire là. Moi, je crois que la population de la RDC, c'est un problème de l'Afrique. Je crois que il faudrait qu'on fasse un soulèvement populaire. Sinon, ils ont fait des accords par-ci, par-là, mais le pays continue d'avoir des conflits parce qu'on sait bien que l'Union européenne a signé des contrats avec Kagame, avec le Rwanda qui va piller les ressources minières. Donc, on sait que réellement le problème vient de l'extérieur. Mais à un moment donné, il faut que la population africaine se lève parce que ça fait des années qu'on continue les mêmes choses. Et lorsqu'on voit que la population européenne, c'est 800 millions, et nous sommes plus d'1 milliard sur le continent, 1,4 milliard ou 1,3 milliard sur le continent africain, et qu'on ne peut pas résoudre un problème qui est sur le continent, c'est vraiment embêtant et ça fait pitié parce que c'est des gens qui meurent
C'est des gens qui mettent durant des années. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'éveil de la conscience que vous faites chaque fois et on vous suit, c'est Eric et à plus. Merci à vous, Eric, pour votre contribution. Les codes d'accès restent affichés. Je pense qu'on va rester au standard si on s'en tient, bien évidemment, aux indicateurs, aux signaux de la réalisation. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? D'accord. Bonsoir, monsieur. C'est toujours monsieur Meiga. Je m'excuse, j'ai juste une doléance à la direction de For You, si c'est possible. Est-ce qu'il n'est pas bien de créer une coopération entre la télévision de l'AES et puis For You? Franchement, on a besoin de vous ici dans l'AES. Franchement. Parce que les débats que vous animez, on souhaiterait que des débats pareils se passent sur les télévisions nationales et les télé AES. Parce que moi, je crois qu'il n'y a pas de honte à imiter les bonnes choses. Franchement, c'est une doléance que moi, je souhaite quand même qu'au niveau de la direction de For You, on puisse l'étudier. On a suivi le directeur quand il était au Mali lors du 2e anniversaire de l'AES. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Et tous les débats que vous faites, franchement, nous réconfortent et dans notre position. Donc, à mon avis, il est bien que on ait un média pareil à côté de nous pour nous donner le bon exemple et souhaiter que les télévisions nationales et puis de l'AES puissent imiter ce qui se passe chez vous. Parce que le professionnalisme qu'on observe depuis, ça fait combien d'années je vous suis. Comme j'ai dit, il n'y a pas de honte à imiter les bonnes choses. On est des Africains et on voit des bonnes choses ailleurs. Il n'y a aucune honte à les répliquer ailleurs. Voilà, merci pour toute la collaboration et merci pour ce que vous êtes en train de faire pour lever des consciences africaines. Merci. Merci à vous, monsieur Maïga. Alors, docteur Sango, nous allons certainement sortir de l'émission. Et si l'objectif était également plus large, allant même au-delà de la simple question de la République démocratique du Congo, et si l'objectif de Paris, par ce déploiement, était de renforcer son influence au niveau de la région des Grands Lacs de façon générale, docteur Sango. Oui, mais et pour qu'on ait une perception, pour que les pays voisins, justement, aient, je veux dire quoi, perçoivent cette relation de coopération comme étant un outil sur lequel, éventuellement, ils pourraient, pourquoi pas dans l'avenir, s'appuyer également. Vous savez que en géostratégie, l'espace joue un rôle très, très, très fondamental. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. D'un point de vue géographique, vous voyez que la France vient d'être totalement chassée de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Donc, l'Afrique de l'Ouest est dans une dynamique où on ne la veut plus. Dans la stratégie donc de la France, il est question, n'est-ce pas, de se déporter vers une zone, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui prenable facilement. Question de ne pas disparaître totalement de la France et de l'Afrique, parce qu'elle peut partir de là pour revenir avec force. Donc, ce que la France est en train de faire aujourd'hui en RDC, ce n'est pas pour des objectifs de paix et de sécurité. C'est d'abord parce que cette France-là veut revenir, n'est-ce pas, forcément dans ces zones où elle a perdu. C'est justement parce qu'elle veut ramener son influence. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, la RDC est en train de se présenter aujourd'hui comme une base d'opérationnalisation, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, de laquelle la France va repenser, n'est-ce pas, ses redéploiements militaires et stratégiques en Afrique. Et c'est ce qui est fait mal aujourd'hui et c'est ce que nous déplorons dans nos analyses aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment les États africains continuent encore à se livrer comme des entités instrumentales à cette manipulation occidentale. Qu'est-ce qui fait encore qu'aujourd'hui certains États continuent d'accepter, n'est-ce pas, au sein de leur territoire, des puissances qui ont été, n'est-ce pas, qualifiées de persona non grata dans d'autres pays. Donc, c'est à peu près aujourd'hui comme une pierre décisive, où chaque fois qu'on remonte la pierre au niveau du sommet, elle redescend au niveau de la... Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, je pense que c'est des données à voir, n'est-ce pas, que les États africains devraient aujourd'hui intégrer pour repenser, n'est-ce pas, leur devenir. Est-ce que nous...
Si les États africains veulent aujourd'hui se libérer, si on veut véritablement prendre notre indépendance en main, on doit s'interroger, n'est-ce pas, sur nos pratiques et sur nos actions, sur nos partenariats sur le plan international. On doit revoir cela. Il est question aujourd'hui de travailler en osmose. Regardez par exemple la RDC aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de la RDC. Est-ce que vous êtes une fois posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'en RDC, ce pays historique, n'est-ce pas, du panafricanisme, ce pays de Patrice Lumumba, pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu quelqu'un là-bas, à l'idéologie de Lumumba par exemple? On parle de Patrice Lumumba partout dans d'autres pays, sauf en RDC. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle même, on dit à quelqu'un que la RDC est le pays de Patrice Lumumba, c'est à peine que quelqu'un peut accepter. Donc nous sommes dans une dynamique où on a matraqué, n'est-ce pas, les cerveaux, on a totalement occidentalisé la RDC, au point où elle n'arrive pas à se départir. Le combat de la RDC aujourd'hui, c'est de se déconnecter de cette politique occidentale. C'est de panafricaniser la RDC. C'est de porter une idéologie panafricaniste qui voudra que la RDC, n'est-ce pas, soit entre les mains des Congolais et des Congolaises. C'est ça que la question aujourd'hui. Mais tant qu'on aura à la tête de la RDC des présidents sans vision, des présidents qui seront toujours liés, n'est-ce pas, aux puissances occidentales, on ne sortira jamais de l'ornière. Donc la RDC aujourd'hui, au-delà du fait qu'elle s'est toujours livrée comme une base, n'est-ce pas, un terrain, n'est-ce pas, où les puissances occidentales viennent, n'est-ce pas, s'enrichir et s'entrechoquer, elle vient encore de se positionner comme une base arrière à partir de laquelle on va, n'est-ce pas, réattaquer les États de l'AES qui sont déjà dans une dynamique pourtant, n'est-ce pas, de libération de leurs États. C'est malheureux, il faut le dénoncer, mais nous disons que nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons multiplier, n'est-ce pas, les stratégies, les analyses. Nous devons travailler dans le sens de renforcer le combat des États de l'AES. Et là, j'apprécie l'intervention du téléspectateur qui faisait là une sorte, n'est-ce pas, de suggestion. Il faut vraiment que les chaînes panafricanistes, n'est-ce pas, à l'image de Afrique de For You Media, travaillent en collaboration étroite avec les États de l'AES. C'est fondamental. Parce que la guerre n'est pas seulement armée, la guerre est davantage communicationnelle et informationnelle. Donc, pour sortir, je dirais tout simplement que la RDC vient une fois de plus de fragiliser sa souveraineté. Elle vient une fois de plus d'offrir à la France une autre occasion, n'est-ce pas, de neutraliser la dynamique des États de l'AES. Mais nous pensons que avec les partenariats que regorgent les États de l'AES aujourd'hui, avec l'éveil, n'est-ce pas, du peuple africain aujourd'hui, ils ne vont rien faire, ils vont toujours, n'est-ce pas, mordre la poussière. Ils vont mordre la poussière parce que les États africains aujourd'hui, et le peuple africain, je parle davantage du peuple, est un peuple qui reste totalement déterminé face à la récupération de sa souveraineté. Merci à vous, Dr Sango, pour tous ces éléments d'analyse d'ailleurs que vous avez mis sur la table ce soir. On ne saurait rendre l'antenne sans toutefois remercier également nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs, ceux qui nous soutiennent au quotidien et qui mènent ce combat à nos côtés, à la réalisation, voire à l'équipe technique de façon générale. On se donne rendez-vous demain, vendredi, pour un autre numéro de votre quotidien de Point sur l'actualité. Portez-vous bien.